Bonjour et bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous réfléchissons à la transformation de notre système de santé. Et transformer la santé, c'est prendre soin de l'esprit. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous le savez peut-être, une personne sur 5 est touchée par un trouble psychiatrique chaque année en France. Un autre chiffre, 40% des étudiants souffrent de symptômes dépressifs et près de la moitié des personnes en souffrance n'ont pas accès à une prise en charge adaptée. Voilà qui permet de poser le décor et qui permet de comprendre que les problématiques de santé mentale prennent une part importante et croissante en France, avec une hausse significative des troubles psychiques, à tel point, vous le savez là aussi sans doute, que la santé mentale a été désignée grande cause nationale 2025. Alors, que faire face à ce qu'on peut vraiment appeler une crise de la santé mentale? C'est ce qu'on va voir avec nos 3 intervenantes aujourd'hui. Lynn Farah, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Grands Défis Santé Mentale et Bienveillir, en charge des sujets d'intelligence artificielle en santé au ministère du Numérique en Santé et au ministère de la Santé. Iris Marchal, bonjour. Vous êtes CEO de Teremia, une start-up qui développe une plateforme basée sur l'IA, c'est ça, et qui personnalise les prescriptions médicales en fonction des caractéristiques physiologiques des patients. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis Clémentine Lamarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sectoriel santé à la direction de l'innovation chez BPI France. Voilà, alors peut-être essayer, tenter une définition de la santé mentale, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez... On en parle beaucoup, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous baser sur la définition de l'OMS, qui estime que c'est bien plus que l'absence de souffrance psychique. C'est un état de bien-être qui permet de s'épanouir et de profiter de toutes les opportunités que la vie peut nous offrir. On a tous donc une santé mentale et cette santé peut se dégrader, s'altérer. 20% donc des personnes peuvent avoir des troubles de façon momentanée ou permanente. Alors, peut-être un premier tour de table rapide pour que vous vous présentiez, et peut-être mieux que ce que j'ai fait. Lynn Farah, dites-nous quel est votre rôle. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis directrice des grands défis, notamment du grand défi sur les dispositifs médicaux numériques au service de la santé mentale de l'ensemble des citoyens en allant des enfants jusqu'aux personnes âgées. Ces grands défis, ce sont des objets de France 2030 qui ont pour objectif de faire émerger des innovations numériques au service de la santé mentale. Donc dans tous les champs de la santé mentale, à la fois sur les pathologies, dans les troubles psychiques, sur les troubles du neurodéveloppement ou les troubles addictifs, par exemple, et la santé mentale au sens large, pour la prévention, par exemple. Merci beaucoup pour cette présentation, Iris Maréchal. Oui, bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, chez Teremia, nous, on met en place de la médecine de précision sur les pathologies du système nerveux central. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour comprendre pourquoi certains traitements ne vont pas fonctionner sur certaines populations et essayer d'aider à développer des traitements plus adaptés. Et donc, en fait, on répond à un défi de santé publique majeur, qui est le fait qu'aujourd'hui, les médicaments sont développés avec une approche très standardisée. Un médicament, une dose, une fréquence pour tous les patients. Et notamment sur les pathologies neurologiques, que ce soit Parkinson, Alzheimer ou la dépression dont on va parler aujourd'hui, ça entraîne un manque d'adhérence et des effets secondaires chez environ 60% des patients. Donc c'est vraiment ce problème massif qu'on est en train de viser aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous, Clémentine Lamarre, chez BPI France? Oui, bonjour, ravie également d'être avec vous. Nous, en fait, on est un petit peu à l'interface entre Iris et Lynn, parce que moi, je travaille à la direction de l'expertise, où on est en charge, en fait, on reçoit des demandes d'aide et des demandes de financement de la part d'entreprises comme Teremia, qui ont besoin aussi d'un partage de risque à l'étape où ils en sont pour avoir des financements, aider à passer certaines étapes clés de validation de leur solution. Et on le fait avec des fonds qui sont, on opère en fait pour l'État, pour le compte de l'État. Et donc, on est en charge d'aider ces entreprises innovantes via ces fonds. Et notamment, je travaille régulièrement en tant que référente santé mentale avec Lynn pour son grand défi. Voilà, donc un plateau qui permet effectivement d'avoir l'ensemble de l'écosystème. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Iris, parce que j'aimerais qu'on fasse un état des lieux, qu'on décrive aujourd'hui l'état de la santé mentale en France, avec peut-être des chiffres ou des comparaisons. Quel est pour vous le constat qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, plusieurs constats. D'abord, par rapport aux chiffres, on a regardé les grandes stats qui sont sorties. Il y a 41% des Français qui déclarent avoir eu un problème de santé mentale au cours de leur vie. Donc,
le chiffre déjà est massif. Ce qu'on voit notamment, c'est une prévalence en augmentation chez les jeunes, donc les populations de 16-25 ans, c'est sur lesquelles on a vraiment des chiffres. Ça va être dû à des raisons vraiment multifactorielles, donc ça va être effectivement une surcharge cognitive, donc beaucoup d'écrans, par exemple une sursollicitation. Ça va être aussi l'isolement social en parallèle de ça. Ça va être aussi la charge scolaire. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entraînent une augmentation de cette prévalence. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on est en train de déstigmatiser le sujet, et je trouve ça assez génial. J'ai beaucoup étudié les États-Unis. On est parti là-bas avec notre entreprise pour vraiment bien comprendre le marché. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'ils étaient en avance sur nous. Parce qu'en fait, ils en parlaient beaucoup plus, parce que c'est un sujet qui avait été pris en main aussi par les politiques très tôt. L'Obamacare mettait en avant les troubles de santé mentale au même titre que la santé physique. Donc ils étaient vraiment très en avance, et je trouve que maintenant, la France est en train de rattraper un peu ce retard-là, notamment avec tout le travail qui est fait par le ministère, par BPI, pour lancer plus d'initiatives là-dessus. Il y a encore un sujet de stigmatisation, et je pense qu'il faut vraiment travailler dessus. Il y a un sujet de financement et d'investissement qui est essentiel. Donc il faut vraiment promouvoir des startups, des innovations sur cette thématique-là, renforcer la recherche publique aussi sur cette thématique. Et je pense que l'important va être aussi d'avoir une approche curative, on l'a déjà, mais aussi préventive sur la santé mentale. Et ça, typiquement, quand on regarde par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, c'est beaucoup plus ce qu'ils mettent en avant. Donc avoir des applications pour prévenir cette santé mentale-là, pour que les mutuelles prennent en charge la santé mentale au même titre que les autres pathologies. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça l'état des lieux aujourd'hui de la santé mentale en France. Merci Iris. Je me tourne vers vous, Clémentine, pour le même exercice. Oui, effectivement, on va constater je constate les mêmes choses que ce que Iris disait. On a aussi un enjeu en France qui est de plus en plus présent, c'est l'enjeu de la réglementation. C'est-à-dire que pour rendre accessibles toutes ces solutions qu'on est en train de développer et qu'on essaye de pousser, il y a un travail à faire sur cette réglementation. On voit par rapport, tu comparais aux États-Unis, on peut comparer aussi en Europe à l'Allemagne, où on a des solutions aujourd'hui de santé mentale, ce qu'on appelle les DTX, donc des digital thérapeutiques qui sont en fait comme des médicaments mais liés à une application, qui sont déjà remboursés, et notamment dans le secteur de la santé mentale en Allemagne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France sur la santé mentale. On en a aujourd'hui 3 qui sont sur un système de remboursement qui est spécifique, qui s'appelle le PECAN, qui est une prise en charge anticipée numérique. Donc on travaille à cela, ça existe depuis 2 ans, 3 solutions sur 2 ans. On sait que c'est en cours, c'est en marche, donc c'est bien, il y a des avancées, mais c'est vrai que je pense que le constat il est là aussi, c'est qu'on va avoir besoin de vraiment travailler sur l'accès de ces solutions pour prévenir, parce qu'on est d'accord aussi, je pense que on va vers du curatif et du préventif, c'est important. Et on le voit, effectivement, ça passe beaucoup par de l'innovation, par des solutions digitales. Et c'est là que je me tourne vers vous, Lynn Farah, pour ce constat de la santé mentale en France. Tout à fait. Je dirais que l'urgence d'innover en santé mentale, ça vient un peu d'un double constat. C'était partagé, mais le premier, c'est le besoin. Avec les chiffres qui ont été annoncés, une explosion des besoins chez les jeunes notamment, mais pas uniquement. Et le deuxième constat, c'est aussi pour l'accès, et notamment les professionnels qui sont en tension, et les inégalités d'accès aux soins. Donc c'est là où, justement, certaines des solutions, notamment numériques, peuvent transformer la prise en charge, le dépistage, la prévention, le suivi à distance. Et dans ce cadre-là, le sujet de la personnalisation des soins est tout à fait important, et d'où l'exemple très intéressant qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment tout le sens à la fois de la grande cause nationale et du grand défi sur le numérique en santé mentale, où viennent s'inscrire justement plusieurs actions pour soutenir les innovateurs sur le sujet, les utilisateurs des solutions, et venir mettre tout le monde autour de la table très en amont du processus de développement jusqu'à l'évaluation de ces solutions et au déploiement. Alors, vous l'avez dit, ces solutions numériques aident à transformer la prise en charge, le diagnostic, et à agir en prévention. Et vous avez dit aussi la personnalisation, et je crois que ça, c'est très important. Une fois qu'on a fait ce constat, j'aimerais maintenant qu'on aille voir dans le détail, finalement, et à travers vos différentes expériences, comment est-ce qu'on peut agir. Donc, je me retourne vers vous à nouveau, Iris Maréchal, en tant que CIO de Theremia. En quoi est-ce que vous avez pu finalement pousser des leviers pour aller vers ces traitements personnalisés notamment? Oui, alors spécifiquement sur la dépression, on est en train de lancer un grand projet pour essayer de personnaliser du coup le traitement en fonction des populations. Donc c'est-à-dire comment mieux prendre en compte le sexe, l'âge, le stade de la dépression, pour donner le traitement le plus adapté à la personne. Pour faire ça, on travaille sur plusieurs thématiques. La première, c'est de récupérer de la donnée. C'est-à-dire que pour faire tourner des algorithmes, il faut qu'on ait des bases de données. Il se trouve qu'aujourd'hui, en France et en Europe, la data, elle est partout. Elle est très décentralisée. Chaque hôpital, chaque institut de recherche a sa source de données. La donnée n'est pas homogénéisée.
Il y a beaucoup de données manquantes, nous aussi dans les bases de données qu'on récupère. Donc il y a tout un travail déjà qui va constituer l'idée, c'est vraiment d'uniformiser, harmoniser et constituer une base de données sur laquelle on va avoir des informations sur quel patient a pris quel traitement, avec quelle dose et quel a été l'effet. Et ça passe par quoi alors? Parce que la data est partout, mais finalement elle est un peu nulle part dans ce que vous semblez dire. Donc du coup, ça passe par quoi? Par avoir accès à des bases de données, accès à des entrepôts de stock de données? Nous, c'est ce qu'on fait chez Thérémia depuis maintenant plusieurs années. On va voir des instituts de recherche, des hôpitaux, on tisse des partenariats et on récupère de la donnée de santé en échange de publications pour mettre en avant du coup ce que cette data en fait veut dire. Peut-être un mot pour rassurer, ce sont des données qui sont anonymisées, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que sur la data de santé, il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place. Toute la partie RGPD, il faut que la data qu'on récupère soit anonymisée, pseudonymisée, qu'il soit impossible en fait à partir d'une ligne patient qu'on puisse retrouver de qui il s'agit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial quand on analyse les données de santé, mais nous, toute la data qu'on récupère respecte bien ces règles-là. Et donc, à partir de cette donnée-là, l'idée, c'est d'arriver à créer un modèle mathématique et statistique qui va expliquer ce qui se passe dans la donnée. Donc, arriver à segmenter la population et dire, typiquement, cet antidépresseur-là ne fonctionne pas sur ce type de population-là. Ça, c'est un travail qu'on fait conjointement avec les praticiens et les psychiatres. Donc, on travaille avec 3 hôpitaux aujourd'hui à Paris et des praticiens qui vont nous dire, ce type d'antidépresseur semble moins fonctionner sur cette population. Notre intuition, c'est que c'est la fréquence de prise qui va jouer. Nous, on vérifie que dans les data, il y a la même donnée, que ça va dans le même sens. Et derrière, donc ça c'est vraiment la première grande étape, on construit l'algorithme et ensuite on va le faire valider. Et donc on va recommander des antidépresseurs aux praticiens et ils vont nous dire si oui ou non ils suivent notre conseil. Et donc ça, c'est vraiment assez clé, parce que l'idée derrière ça, c'est de réduire l'errance thérapeutique. Donc aujourd'hui, on met 18 mois avant de trouver le bon antidépresseur pour le patient. L'idée, c'est de réduire ça avec une approche vraiment granulaire, où on arrive bien en amont à donner le bon traitement au patient qui est en face. Donc en fait, c'est une aide au diagnostic pour les praticiens. C'est plus une aide à la décision dans le cadre de la prescription. Donc là, l'idée, c'est Et quels sont les constats les plus forts que vous avez pu faire, notamment sur le traitement de la dépression? Est-ce que, qu'est-ce que les médecins vous ont fait remonter de saillant? Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que globalement, tous les psychiatres à qui on a parlé sont vraiment friands d'utiliser ce type de solution pour aller plus loin et aller plus vite effectivement dans le choix du traitement. Donc ça, il y a une appétence et je pense que c'était assez étonnant parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Donc il y a vraiment un bon accueil. Un très bon accueil par rapport à ça. Effectivement. On remarque quand même que la data, comme je vous le disais, elle n'est pas forcément de bonne qualité, donc il y a un travail de compléter avec de la data externe. Nous, on parle avec beaucoup d'assureurs par exemple pour compléter cette donnée-là. Et déjà dans les données, on voit effectivement des grandes différences en fonction du sexe par exemple ou du type de dépression et des traitements. Donc en fait l'idée c'est vraiment de faire ressortir cette information-là. C'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, effectivement, la spécificité de la santé féminine. Donc c'est aussi vrai dans les troubles de la dépression. Ouais. Tout à fait. Effectivement, dans l'apparition des épisodes dépressifs, on est en train d'étudier en ce moment, par exemple, l'impact du cycle hormonal sur l'apparition d'épisodes dépressifs. Donc il y a plein d'aspects, effectivement, qui sont liés au sexe, mais qui vont être liés à plein d'autres éléments. Nous, on voit effectivement que l'âge, que le poids ont des impacts aussi sur l'efficacité des antidépresseurs. Donc c'est vraiment multidimensionnel et c'est ça qu'on va regarder dans le détail. Donc là, on est encore dans du curatif. On n'est pas dans la prévention là. Non, nous sur nos thématiques, c'est principalement effectivement du curatif. On est moins centré sur des thérapies digitales de prévention. On est vraiment sur le bon traitement pour le bon patient. Et c'est déjà énorme, bien évidemment. Clémentine Lamarre, en quoi BPI France s'intéresse à ces problématiques de santé mentale et notamment par ce biais de l'innovation ? Alors on s'y intéresse on finance et on essaye de financer ces solutions depuis un petit moment déjà via des appels à projets, on va dire génériques, c'est-à-dire qu'ils vont. Mais là spécifiquement cette année, donc grâce aussi au grand défi et à tout ce travail qui a été fait en amont, on a mis en place avec Lynn et avec l'ADNS un appel à projets sur spécifiquement les dispositifs médicaux numériques en santé mentale et donc qui va aider qui est là pour financer les solutions numérique en santé mentale, que ce soit, comme tu disais, du préventif, du diagnostic, du télésuivi, et qui va spécifiquement être dans le développement de la solution, mais une innovation technologique, oui, mais aussi une innovation organisationnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment être ouvert aujourd'hui, ce qui est de plus en plus le cas, mais à une innovation qui ne va pas forcément être liée à de la technologie de rupture, etc. Mais là, on est conscient qu'il y a aussi un besoin d'innovation dans le parcours de soins, parce que, tu le disais, l'accès aux soins est difficile, d'autant plus dans ce secteur. Donc, on va vraiment être ouvert à ce type d'innovation et on va
aider sur tout ce qui est validation en données de vie réelle et tout ce qui est validation pour passer l'étape de marquage CE, donc qui va être le fait de pouvoir atteindre aussi un marché santé et non un marché entre guillemets bien-être, ou qui va pas pouvoir obtenir de remboursement dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on va aider, à financer des études cliniques, à financer des études médico-économiques, des études aussi technologiques s'il y a besoin de mettre en place ou d'agrandir des bases de données. Donc on va vraiment être, cet appel à projet, il est là pour ça. Il y a une nouvelle relève qui a lieu en septembre. Prochaine relève a lieu en septembre. Et donc, on va aider notamment via ce biais, évidemment, du financement, principalement, et du partage du risque. On va aussi aider, c'est moins ma partie, mais en tout cas, c'est des choses qu'on fait évidemment à BPI France dans l'investissement directement. Donc, on va investir au capital des entreprises. Et là, il y a un fonds qui est un fonds plutôt prévention, mais aussi passion autonome, qui va s'intéresser aussi au sujet de santé mentale. Donc on investit au capital des entreprises. Et puis bien sûr, on accompagne les entrepreneurs aussi sur des aspects, on va dire, de prise de connaissance, d'aide. On a des diagnostics qui sont accessibles pour les entrepreneurs, que ce soit pour la propriété intellectuelle aussi, pour le réglementaire, pour la cybersécurité, parce qu'on parlait des données patients. Et donc sur tous ces aspects, BPI France va essayer d'accélérer en fait l'accès au marché pour ces solutions et l'accès aux patients. Et on va aussi, je me disais aussi, tu en parlais tout à l'heure, mettre autour de la table, et c'est vraiment la philosophie, beaucoup d'acteurs différents, que ce soit les acteurs publics, les associations de patients, les entreprises, et ça a été ce qui a été voulu aussi par le ministère, de vraiment pousser les consortiums pour avoir des solutions qui sont vraiment accessibles et qui vont être derrière utilisées par les patients, et voilà. Donc vraiment, on voit un accompagnement sur toutes les étapes de développement. Et justement, vous avez parlé de ces solutions qui doivent être très rapidement mises en place. Ça peut être quoi, par exemple? On a très bien compris ce que faisait Thérémia pour améliorer quel médicament pour quel type de patient dans la dépression. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions digitales en santé mentale? Oui, bien sûr. Donc effectivement, Thérémia, c'est plus sur tout ce qui est adaptation du traitement. On va avoir en préventif, ou en prévention, en télésuivi. On aura des solutions comme, je peux citer Emobot, Calliope, Dahlia, qui sont des solutions en développement, des entreprises qui développent des solutions via une solution numérique, donc une solution de santé numérique de suivi des troubles de l'humeur ou de suivi des troubles de la dépression via un suivi parfois passif, donc ça veut dire que c'est sur le téléphone, il récupère des données, différentes données. On va avoir ce qu'on appelle maintenant un phénotype numérique du patient, que ce soit de la vidéo, de l'audio, son activité sur le téléphone, son sommeil qu'on va récupérer, et donc on va avoir là un monitoring de son état mental qui peut être donc envoyé au médecin, et qui là va monitorer les rechutes potentielles, qui va mettre des alertes au médecin, et donc ça va permettre en fait pas tant l'idée, c'est pas de noyer le médecin sous plein d'informations, mais c'est vraiment de faire remonter les patients qui ont le plus besoin d'un soin aujourd'hui, et donc de faciliter aussi l'accès pour ces patients-là de manière plus rapide. Donc on va avoir ce type de solution. On va avoir aussi des solutions type DTX, j'en parlais, qui sont en développement, donc de la thérapie digitale, qui en fait vont digitaliser les thérapies, par exemple les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Ça va être vraiment permettre d'accéder à ces thérapies sans avoir à attendre un premier rendez-vous peut-être chez un professionnel de santé, mais aussi entre chaque rendez-vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire avec des prescriptions et les visites chez un professionnel de santé. Et on aura aussi, je pensais à ça, par exemple, c'est vraiment pour pallier aussi au manque parfois de professionnels de santé, la solution Poppins, qui elle a été créée en fait parce que en moyenne c'est 18 mois pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste pour un enfant. Cette solution Poppins permet d'améliorer la lecture des enfants dyslexiques entre deux rendez-vous et avant un premier rendez-vous. Merci pour ces différents exemples que vous nous avez montrés. Lynn Farah, on a vu finalement le biais, l'entrepreneur, le financeur, et je me tourne vers vous en tant que représentant des institutions publiques. Et j'aimerais effectivement, vous disiez tout à l'heure, finalement ces solutions, elles s'adressent aux patients en curatif, en présentif, mais elles vont aussi modifier le parcours de soins, modifier l'organisation. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un problème structurel, il n'y a pas assez de professionnels pour prendre en charge toutes les personnes concernées. Tout à fait. C'est tout l'objet justement de pouvoir réunir dès le départ les utilisateurs de solutions. En utilisateur, on pense souvent patient, mais dans ces solutions numériques, on a beaucoup de solutions qui sont en fait des dispositifs médicaux numériques à usage par les professionnels. Et donc l'idée de les mettre dès le départ dans cette conception, c'est de pouvoir
penser le parcours de soins différemment et derrière adapter également ces parcours. Donc ça demande parfois aussi des modifications réglementaires, des adaptations dans les modalités de pratique et de voir peut-être une nouvelle vision des acteurs qui interviennent dans un parcours. On a notamment, pour en citer quelques-uns, des expérimentations sur le volet médico-économique dans les articles 51. Typiquement passeport BP sur les troubles bipolaires, qui permettent de tester de nouvelles modalités d'organisation et de nouveaux métiers qui sortent. Si on prend un exemple dans l'exemple que je citais, c'est des métiers d'infirmière, donc de coordination ou de pratique avancée, qui vont avoir suivi parfois des DU de case management pour pouvoir assurer du suivi et la coordination des soins avec des solutions de télésuivi et faire le lien entre les patients qui sont en ville et leurs professionnels, qu'ils soient psychiatres, psychologues, à l'hôpital, parfois même pharmaciens, et établir avec cette nouvelle modalité, donc un système d'alerte ou autre, quelles sont les alertes qui nécessitent d'être traitées en priorité, celles qui peuvent attendre, celles qui nécessitent d'avancer, les rendez-vous avec le psychiatre ou qui nécessitent une réhospitalisation. Ça demande à la fois des nouvelles pratiques, mais aussi des nouvelles modalités de formation pour nos professionnels et même pour nos patients. On a des patients experts, voire même des patients qui ont suivi des DU, qui sont parfois eux-mêmes atteints de certaines pathologies et qui viennent accompagner d'autres patients, donc des pairs aidants. Et ces nouvelles formations, qui peuvent être diplômantes ou non, vont être indispensables pour pouvoir intégrer dans les pratiques des nouvelles modalités d'organisation des soins. Donc là, on est même au-delà des dispositifs numériques j'arrive jamais à le dire, dispositif médical en numérique. On est au-delà finalement parce qu'en fait, ils vont avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation des soins et générer des nouveaux métiers. Tout à fait. La solution numérique en tant que telle, c'est souvent, j'ai l'habitude de prendre l'exemple du stéthoscope, c'est un outil en plus dans l'arsenal diagnostique ou thérapeutique. La finalité, c'est pas la finalité en soi. La finalité, c'est plutôt renforcer la relation entre le professionnel et le patient. Et c'est vraiment l'objet de l'ensemble de ces outils. C'est pas de remplacer ni le professionnel qui va intervenir dans le parcours de soins, ni les professionnels aidants dans la famille, non professionnels. L'idée, c'est vraiment de renforcer ce lien entre les deux. Et pour le renforcer, on va avoir des outils qui vont permettre d'accompagner le patient, par exemple, entre deux séances de consultation ou de séances thérapeutiques. Mais vraiment, ces outils numériques sont vraiment à voir comme un outil complémentaire d'aide à la décision, aide à la prise en charge, aide au suivi, qui va apporter, là où on n'en a pas en tout cas, peut-être des éléments d'appui pour nos professionnels et nos patients. Donc là, on est dans le suivi, on est déjà dans le diagnostic. Quid de tous ceux qui ne sont pas encore dans ces parcours de soins, qui sont dans une sorte d'errance thérapeutique, qui s'ignorent peut-être? Est-ce que là aussi, l'innovation peut avoir un rôle à jouer? Alors, tout à fait, on a des outils numériques et notamment de plus en plus d'outils qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'aide au dépistage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on parle d'intelligence artificielle, la capacité d'analyser sur des grandes bases de données certains signaux on parlait de phénotypage digital et notamment des biomarqueurs digitaux. On n'a pas l'habitude de traiter et c'est le cas du développement de certains outils qui permettent, en tout cas qui on l'espère permettront, de faire du dépistage peut-être à plus grande échelle de certaines pathologies qu'on a du mal parfois à diagnostiquer et à dépister, que ce soit dans les troubles bipolaires ou dans les troubles schizophréniques. La question étant, souvent dans ces pathologies-là, il nous faut à peu près 6 mois pour pouvoir, c'est un exemple plutôt court, mais pour pouvoir diagnostiquer que cette pathologie, c'est ce qu'a vraiment le patient et ce n'en est pas une autre. Et c'est très difficile de faire ce diagnostic différentiel qu'on appelle en santé mentale. Donc là, on attend aussi sur certaines de ces solutions numériques de peut-être nous proposer de nouvelles modalités de diagnostic et de dépistage innovants. J'ai une dernière question avant de refaire un tour de table sur la confiance qu'on peut apporter dans ces dispositifs. On parle de santé mentale, on parle d'éventuels dépistages. Ce n'est pas anodin. Comment, entre guillemets, faire le tri? Comment peut-on dire aux potentiels patients qui nous écoutent, vous pouvez y aller, ayez confiance? C'est un peu tout l'objet aussi de certains groupes de travail du comité d'experts du Grand Défi, de pouvoir proposer aux patients des modalités en fait un peu d'évaluation ou de savoir comment se poser les bonnes questions. On a des travaux avec nos partenaires, notamment dans le comité d'experts, pour en citer quelques-uns, l'UNAFAM, une association de familles, la Maison Perchée, une association de pères aidants, et Psycom, qui ont permis déjà de développer quelques premières briques. Psycom a publié l'année dernière notamment les bonnes questions à se poser pour des applications en santé mentale, alors pas forcément dispositifs médicaux, mais des applications numériques, quand on les voit, quelles sont les
5-6 questions à se poser lorsqu'on voit cette application, si on peut avoir confiance dans l'application, si les effets attendus sont bien expliqués, si on sait où les données vont et comment elles sont utilisées. Donc déjà ce premier travail qui est de sensibilisation, d'acculturation et d'ouverture au grand public de ces solutions, ça c'est un premier pan. Et le deuxième sur lequel on essaye de travailler, c'est d'avoir une sorte un petit peu de référentiel ou de guide d'aide au choix pour les utilisateurs, patients et professionnels de ces solutions, et pour donner un petit peu les grilles de lecture quand on a une solution numérique sur comment est-ce qu'on peut aller, si elle est à prescrire, s'adresser directement aux professionnels de santé, si c'est une application plutôt bien-être mental, avoir les bonnes questions à se poser. Merci pour ces précisions, effectivement. Et peut-être un dernier tour de table en guise de conclusion sur le financement de toutes ces solutions dont vous parlez, parce que finalement, c'est un peu aussi le nerf de la guerre, vous l'avez dit. Ces solutions, elles sont accessibles via des mutuelles, elles sont accessibles via des entreprises. Il faut aller soi-même la payer. C'est une très bonne question, en fait, et c'est ce que je vois depuis plusieurs années. En santé, et notamment en IA et innovation, il y a un vrai enjeu de démontrer un business model viable aux investisseurs comme aux instituts publics qui vont financer les innovations. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, il y a plusieurs axes. Soit, effectivement, on passe via l'axe dispositif médical avec un remboursement avec l'assurance maladie et aux mutuelles. Il y a d'autres choses qui existent. Nous, je sais qu'on a un double modèle, c'est-à-dire que d'un côté, on travaille avec des praticiens pour le développement de dispositifs médicaux, et de l'autre, on a aussi un modèle où on va travailler avec des groupes pharmaceutiques et des biotech pour mieux développer les médicaments en amont de la chaîne. Donc, il y a vraiment une stratégie qui doit être mise en place de la part des entrepreneurs pour comprendre qui va payer. Donc même si à la fin de la journée l'objectif est d'améliorer le bien-être du patient, c'est très très rare dans ce type d'innovation que ce soit le patient qui paye. Donc en fait, il faut vraiment trouver la bonne stratégie à adopter pour avoir un impact sur le patient, mais avoir un business model qui va convaincre derrière. Et moi je voulais aussi ajouter par rapport à ça qu'il faut comprendre que la santé et l'innovation notamment en santé, est un enjeu de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'investir, que ce soit le public ou l'argent privé sur cette thématique-là, c'est essentiel pour construire des géants nationaux, construire des géants européens, construire une tech qui est indépendante des autres pays. Et on le voit aujourd'hui, en fait, notamment en IA, il y a un enjeu de construire une IA française, européenne, entraînée sur des jeux de données européens et de le tester en vie réelle pour construire cette indépendance et prouver qu'on peut être des leaders. Et je suis 100% convaincu qu'on a la capacité de devenir des leaders en innovation en santé en France. Et j'imagine que vous partagez ce point de vue aussi à BPI France, Clémentine Lamarre. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est important aussi dans ce que dit Iris, c'est qu'il y a effectivement plusieurs possibilités pour une entreprise de rester pérenne et de continuer à proposer ses solutions en santé, autres que un remboursement. Alors évidemment, le Graal, c'est quand même le remboursement par l'assurance maladie. Et c'est aussi, par rapport à la question de la confiance, je pense que c'est un certain gage de confiance parce qu'il y a une démonstration clinique qui est attendue si on a un marquage CE. Donc si la solution est marquée CE et a un remboursement, c'est qu'elle a démontré un service rendu. Mais il y a aussi la possibilité d'aller voir du B2B, c'est-à-dire d'aller voir d'autres entreprises, des pharma, etc. Je parlais tout à l'heure de solutions de télésuivi. Certaines de ces solutions vont aussi proposer à des pharma, des entreprises qui développent des médicaments pour agir sur ces troubles de l'humeur, dans leurs essais cliniques, d'utiliser leurs applications et leurs outils pour démontrer un effet de leurs médicaments ou de leur thérapie. Donc il y a effectivement un enjeu pour ces entreprises d'avoir un retour sur investissement et de pouvoir continuer à proposer des solutions. Mais il y a un enjeu aussi de remboursement donc il y a en tout cas un rôle à jouer de l'État, bien sûr, sur ce remboursement. Mais il y a aussi, je pense, et ça va être un changement de paradigme, on parlait de prévention tout à l'heure, c'est un système de prévention qu'on n'a pas vraiment en France, une mentalité qu'on n'a pas encore beaucoup aujourd'hui. On en parlait hier, 3% de la totalité du budget aujourd'hui est sur de la prévention versus du curatif. À terme, on parle de 15%, c'est ce que l'État souhaite, et c'est effectivement ce qui est important d'investir dans cette prévention pour avoir aussi derrière une utilisation plus facile et plus raisonnée et plus du curatif. Mais il y a aussi, je pense, une participation qui peut être faite de la part de chacun. C'est-à-dire chacun prend en charge aussi un peu sa santé par les solutions qui vont rester des solutions de bien-être. Il y en aura, qui vont pas tous être rentrés dans on va dire le chemin réglementaire qui est assez laborieux du dispositif médical. Et je pense que ça reste aussi des solutions intéressantes pour certaines. Donc voilà, c'est aussi important. Je pense qu'il y a aussi deux biais de financement. Donc une responsabilité personnelle, on l'entend, mais aussi un rôle à jouer de l'État, et notamment pour changer ce paradigme vers plus de prévention en santé mentale. C'est votre objectif aussi.
Tout à fait. L'idée de pouvoir travailler sur ces financements de la prévention, c'est tout l'objet du challenge prévention qui est porté notamment par l'AIS et qui vient proposer des nouveaux modèles économiques liés à ces outils de prévention à grande échelle pour essayer de voir comment on peut déployer à grande échelle ces solutions de prévention. Et la thématique de la santé mentale a été inscrite parmi les 8 thématiques prioritaires de ce challenge. Et peut-être pour venir abonder dans le sens de ce qui a été dit, on tend de plus en plus, notamment santé mentale, à ces modèles de financement mixte où on voit l'État qui effectivement peut investir, l'assurance maladie qui peut rembourser certaines de ces solutions, l'État qui a doté déjà sur l'appel à projet santé mentale de 10 millions d'euros l'écosystème pour essayer d'appuyer ces premières phases et même les phases un peu plus en aval. Et derrière, voilà, des modèles où parfois les mutuelles, les assureurs viennent et proposent, vous l'avez très bien dit, de l'accompagnement pour certains de leurs adhérents. Alors bien sûr, les écueils peut-être à éviter et qu'on a en point de vigilance, c'est de ne pas avoir une médecine à 2 vitesses avec ceux qui y ont accès parmi ces adhérents, ceux qui ne l'ont pas, d'où le fait de pouvoir travailler de façon très transversale sur toutes les possibilités de financement mixte dont je parlais. Merci beaucoup, mesdames, pour vos réponses et cette table ronde sur la prévention et la santé mentale. Merci.